Isabelle Merle, qui est enseignante-chercheur, qui va nous exposer les enjeux de l'enseignement de l'histoire auprès de la jeunesse du territoire. Paul Fizine, qui est un jeune docteur en histoire. Il nous parlera justement des célébrations mémorielles susceptibles de participer à la construction d'une mémoire ou d'une identité commune. Samuel Moromino, un ancien président du Sénat coutumier, évoquera la région de Koné et de la guerre de 1917 à travers des expériences familiales et de la célébration mémorielle en 2009. Et Bernard Berger, un auteur de bande dessinée bien connu, qui interroge en ce moment l'histoire et la manière dont on la révèle. Il se pose la question, le citoyen ordinaire peut-il s'approprier sa propre histoire? Voilà pour les intervenants. Et je vais donner la parole à notre président Elie Toaboun pour présenter autrement la soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie tous d'être nombreux ce soir pour marquer de votre présence cette conférence organisée par la ville des Grands du citoyen de Nouvelle-Calédonie, qui est intitulée Histoire et mémoire en partage. Pour introduire cette conférence sur l'histoire, je voulais simplement vous dire que nous sommes tous ici en Nouvelle-Calédonie, quelles que soient nos origines, quels que soient les habitants de ce territoire, nous sommes tous les résultats ou les preuves vivantes de cette histoire, commencée il y a 161 ans, et même bien au-delà. C'est une histoire qui est jalonnée de périodes d'affrontement, de violence et de larmes, mais aussi de belles pages de vie, de construction, de rencontres et de partage. Nous avons des spécialistes, des historiens qui se penchent sur ces événements passés pour ensuite nous donner un aperçu objectif de ce qui s'est passé. Dans nos familles, dans nos communautés, nous avons une traduction particulière de cette histoire. Mais l'important, comme on le dit dans l'introduction que vous avez certainement reçue par Internet, c'est d'admettre chaque vision, non pas comme une menace, mais au contraire comme une richesse qui va nous faire grandir dans le vivre ensemble et dans notre identité commune. Je vous remercie donc d'être venus ce soir pour participer à cette prise de conscience de ce que nous sommes tous. L'histoire, pour moi, nous la construisons tous ensemble, dès maintenant et chaque jour. Je vous remercie.
Merci à la Ligue des droits de l'homme et du citoyen de l'avoir organisé. Merci à Elie Poingon, son président, d'avoir soutenu l'idée d'une conférence traitant du thème de l'histoire, les conditions de sa fabrique et de sa diffusion en Nouvelle-Calédonie. En ce qui me concerne, je voudrais rappeler, avant de commencer, que je suis historienne de métier, chercheur au CNRS en France, détachée depuis 3 ans à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, enseignante dans la filière Histoire et Géographie, ainsi que dans la filière Langue et Culture régionale, et cette année en droit. Le propos que je voudrais tenir traite de la question de l'adaptation des programmes de l'enseignement. J'avais pensé aussi réfléchir à la recherche, mais pour l'instant on n'a pas trop le temps dans le temps qui m'est imparti. Donc je vais me concentrer sur la jeunesse et la formation de la jeunesse en histoire dans l'état actuel en 2014. Mon propos s'appuie à la fois sur des enquêtes que j'ai menées auprès des étudiants de première et troisième année au cours de ces 3 dernières années, et à la fois sur les conclusions d'un atelier que nous avions organisé en 2012, Jacques Vernodon et moi-même, qui est linguiste et reparti à Tahiti, sur la question de l'adaptation des programmes en histoire dans l'enseignement secondaire et la place de l'enseignement de l'histoire du pays à l'université. Cet atelier, je le rappelle, réunissait des enseignants de l'université et des professeurs du secondaire. Alors, la question de l'adaptation des programmes de l'histoire dans un contexte comme celui de la Nouvelle-Calédonie est, rappelons-le, tout à la fois ancienne et récente. Ancienne parce que la Nouvelle-Calédonie fait partie des territoires d'outre-mer français, où la préoccupation d'adapter au moins à minima les programmes de l'enseignement pensés en France pour la France remonte à 1946. Dans l'impulsion de la création de l'Union française, nouvelle organisation de l'Empire colonial après-guerre, est défendue l'idée de concevoir des manuels spécifiques afin que les enfants des colonies apprennent à connaître leur territoire. Je vous rappelle qu'on enseigne alors dans les colonies l'histoire de la nation française vue de Paris, ainsi que la liste des départements et la géographie des Alpes. Comme le rappelle Albert Memmi en 1957 au sujet du colonisé, je cite, « L'histoire qu'on lui apprend n'est pas la sienne. Il sait qui fut Colbert ou Jeanne d'Arc, mais non la Kaena, qui est une figure célèbre de l'histoire tunisienne. Tout semble s'être passé ailleurs que chez lui. Son pays et lui-même sont en l'air, il n'existe que par référence aux Gaulois, aux Francs ou à la Marne. » En Nouvelle-Calédonie, l'impulsion des années 50, appuyée par la loi cadre de fer, ouvre une brèche par la publication des manuels de géographie de Jean Le Borgne, que vous connaissez parmi vous l'avez eu, qui comporte aussi un petit historique de l'implantation française dans le territoire, mais rappelons que l'utilisation du manuel est alors à la discrétion des professeurs. Dans la période 1960-1980, l'adaptation finalement reste un vœu pieux, si ce n'est quelques initiatives. L'édition des cahiers de l'évêque de Pierre Desclercq dans les enseignements catholiques, la publication d'un manuel d'histoire en 1975 sous la direction de Bernard Beau, dans la lignée de la Société d'études historiques de Nouvelle-Calédonie qui a été créée en 1969, la création du CRDP en 1978 qui avait pour mission l'élaboration de matériel pédagogique adapté. Dans les classes, toute initiative repose à nouveau sur la bonne volonté des professeurs. Le programme de la métropole s'applique. L'enjeu reprend une nouvelle importance en 1987, sous l'impulsion du ministère avec la création aussi de l'Université de la Nouvelle-Calédonie et la volonté de mieux adapter les enseignements du primaire et du secondaire. La question de l'adaptation des programmes d'histoire suscite une véritable stimulation chez les enseignants, et en particulier chez certains Calédoniens d'origine européenne massivement qui ont fait une maîtrise dans les années 90 sur les thématiques pays. La transportation, la colonisation pénale, les colons feuillés par exemple. D'autres, dans ce travail de fabrication de manuels, trouvent la dynamique de sujet de thèse, la Première Guerre mondiale, l'histoire de politique de l'après-guerre. Ce travail suscite aussi, comme le rappelle Michel Letrex, l'inspecteur académique du moment, le sentiment de mener un véritable combat à l'époque. Je me souviens, dit-il, des premiers temps où les réticences étaient encore nombreuses, non tant sur le principe même des adaptations globalement acceptées que sur leur contenu qui pouvait poser problème, en particulier à propos de l'histoire calédonienne. C'est dans le débat et la discussion tendue que s'élabore alors progressivement les manuels d'histoire et géographie dans les cycles primaires à la fin des années 80, les manuels d'histoire et géographie dans les collèges à partir des années 90, et enfin le manuel de seconde générale en 2005 et le manuel d'histoire et géographie des premières et terminales publié seulement en 2010.
Ces deux derniers manuels sont importants pour moi puisqu'ils forment le socle de connaissances sur lequel les bacheliers depuis 2010 et ceux que j'ai eus depuis 2012 sont censés avoir acquis ce socle de connaissances avant d'entrer à l'université. On ne peut pas rentrer ici dans l'analyse des contenus, mais je signalerai simplement quelques omissions, en particulier sur le manuel de première, et qui, contrairement à la remarque de Michel L'extrait, finalement concerne surtout le XIXe siècle. Par exemple, on omet d'évoquer la révolte de 1878, on omet de signaler que la période de 1850 à 1870 est une période de guerre et de répression. Le chef Ataï n'est pas cité, ce qui est gênant à l'heure actuelle, au moment où la France décide de rendre les reliques saisies au XIXe siècle. Ainsi, ces dernières années, on assiste à un phénomène d'affirmation identitaire de la part de l'ensemble des communautés de la Nouvelle-Calédonie. Lors de ces commémorations, on met en exergue la souffrance du passé et les injustices de l'époque coloniale, aussi bien chez les Japonais, les Chinois, les Arabes, etc. Si aujourd'hui, globalement, la situation économique de l'ensemble des communautés du pays s'est améliorée par rapport au passé, la situation socio-économique des Kanaks reste précaire. Ainsi, on assiste parfois à ce que j'ai appelé des batailles de commémoration, où l'on cherche à occuper un espace en marquant le territoire par son identité. C'est notamment le cas du centre-ville. La place des Cocotiers, avec la présence de la statue d'Henri et du kiosque à musique qui rappelle l'histoire coloniale de ce pays. Le quartier de Chalmatan et son monument dédié aux travailleurs vietnamiens. Et enfin, les symboles kanaks répartis entre la place du Moka et la nouvelle façade du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. On peut voir que toutes ces commémorations mémorielles vont se multiplier dans le pays, et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour moi, je dirais que c'est par mimétisme à la culture kanak, ou les cultures de Mélanésie en général, où l'histoire des ancêtres, la généalogie, légitimise les clans établis. Toujours dans la charte du peuple kanak, on peut dire le mythe de Teakanagi, le mythe de Souma, comme tous les autres mythes kanaks sur l'apparition de l'homme sur la terre, détermine dès l'origine le positionnement de l'homme et de la femme par rapport aux éléments naturels. On peut dire que le récit de l'arrivée des communautés en Nouvelle-Calédonie constitue une espèce de mythe fondateur. Un mythe fondateur qui trouve sa genèse dans la date symbolique du 24 septembre 1853. Les commémorations ont également pour objectif de légitimiser la présence. C'est notamment ce que rappelle l'accord de Nouméa, où il est dit, dans son préambule, les nouvelles populations sur les territoires ont participé dans des conditions souvent difficiles, en apportant des connaissances scientifiques et techniques à la mise en valeur minière ou agricole et avec l'aide de l'État à l'aménagement de la Nouvelle-Calédonie. Leur détermination et leur inventivité ont permis une mise en valeur et jeté les bases du développement. Donc on peut voir en filigrane que le fait que ces communautés-là ont participé à jeter les bases du développement, quelque part légitimise une présence. Enfin, plusieurs mémoires, plusieurs histoires dirigeant vers une identité commune. Donc, comme je l'ai rappelé, ces dernières années, on assiste à des commémorations mémorielles, notamment dernièrement avec le retour du grand chef Ataï. Célébrer le retour du grand chef Ataï n'est pas un acte anodin. Pour rappel, celui-ci est célèbre pour la formule
voici ce que nous avions de la terre et voici ce que tu nous as laissé des pierres. Donc il y a vraiment des enjeux derrière, importants, en termes probablement de revendication et de légitimité. L'histoire, on peut voir que finalement, voilà, des histoires, plusieurs histoires, comment on arrive à une histoire. Il y a une date où on a vu comment progressivement on a changé les symboliques. L'histoire, elle est la même, mais c'est le sens que nous, on donne à l'histoire qui fait que cette date est importante ou pas. C'est le cas du 24 septembre dans ses multiples symboliques. En 1853 jusqu'aux années 40, elle était la fête du rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la France pour les uns et jour de deuil kanak pour les autres. Avec l'émergence de la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, issue de l'accord de Nouméa, le 9 août 2005, à la tribu de Mélec, le Sénat coutumier et le CNDP actent solennellement de faire du 24 septembre la journée citoyenne du pays. Nouméa en 2009, célébrée avec faste la fête de la citoyenneté avec l'ensemble des communautés du pays. Plus tard, on verra que cette histoire a pris un peu du plomb dans l'aile, dans le sens où, avec l'histoire des cases que tout le monde connaît. En conclusion, l'histoire, la mémoire, constitue un enjeu important dans notre pays, dans le sens où elle va donner une identité propre, une identité commune à nos richesses et nos différences culturelles. Cependant, le principal challenge sera d'ériger une histoire où chacun se reconnaisse, une histoire qui soit débarrassée de l'héritage colonial qui a trop longtemps minoré les histoires et les mémoires de cette terre. Cette terre qui a besoin de partager les différentes histoires, les différentes paroles. Honnêtement, je vous remercie pour votre attention. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous d'être ce soir. Samuel Boromido, donc ancien président du Sénat coutumier, qui parlait de questions mémorielles également. J'espère que le micro a mieux marché. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Moi, je ne vais pas trop parler trop longtemps, mais je remercie quand même de m'avoir invité pour faire quelques mots sur des expériences des expériences qui nous ont été retransmises un peu par aujourd'hui, des histoires de la mémoire orale. Donc, le thème qui a été proposé, c'est l'insensation. C'est vrai que c'est une période très forte dans l'histoire de... On va parler un peu de près, c'est pas bon le son, mais il faut parler un peu plus loin. Okay. C'est vrai que c'est vraiment un moment douloureux dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et des citoyens de la Nouvelle-Calédonie, en particulier les Kanaks de la région de Kouné, de Yangé,
dernier mouvement de déplacement de la population canadienne, lié justement à la répression contre les populations qui ne donnaient pas vraiment des volontaires pour la guerre de 1914-1918. Une grosse partie de la population de Coné qui se retrouve dans le bourg, dans le pays du Pouy, ou dans le district de Pointe-Loin, ou un peu ailleurs. Même dit que 1878, un peu avant, où on a vu des gens se retrouver à l'île des Plaines et pas. Donc ce sont des événements très très douloureux, mais qui font partie de notre histoire commune, à l'intérieur duquel il faut qu'on accepte ces choses. Il faut qu'on accepte ces événements comme un patrimoine, un héritage commun dans lequel nous devons affronter notre vivre ensemble dans la dignité de tout un chacun, dans l'histoire, à un moment donné où on était situé dans ces événements-là. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour ouvrir ma contribution. Donc le conflit qui a généré un conflit mondial qui a amené la guerre de 1914-1918, le gouvernement de Chine était vraiment débordé par rapport à la poussée allemande, où il a fait appel aux colonies pour donner des volontaires pour venir défendre la mère patrie. Et ce même gouvernement, il a donné une pression énorme dans les différentes colonies, à l'intérieur desquelles il y a aussi la Nouvelle-Calédonie, avec un gouverneur et puis un syndic des affaires indigènes qui est chargé de gérer les chefs, les grands chefs, dans des circonscriptions qui ont été découvertes à un moment donné, où on dit qu'il y a des districts et des tribus. Des districts qui sont commandés par des grands chefs et des tribus qui sont gérées par des petits chefs, qui sont un peu les porte-parole de la tribu au sein des affaires indigènes. Et ces gens-là, dans l'organisation de la colonie, doivent fournir des gens pour qu'ils travaillent sur la route, pour qu'ils vont à la cueillette du café, faire toutes les choses qui concernent le développement de la colonie, le travail dans la colonie. Parce que s'ils ne le faisaient pas, eh ben, ils se prenaient des amendes, ou sinon, s'ils ne payaient pas les amendes, les 100 francs qui pouvaient aller jusqu'à 100 francs à l'époque. 100 francs à l'époque, c'est très cher, mais ils pouvaient être déportés un peu ailleurs, en Nouvelle-Zébride ou à Wallis-et-Futuna. C'était le cas de plusieurs grands chefs qui n'ont pas pu payer ce qu'on appelle les impôts de capitation sur les Français, qui ont été déportés ailleurs. Le conflit de 1914-18, il arrive en plein dans ces moments-là. Alors, il y a l'administrateur en chef du service des affaires autochtones, des affaires indigènes. Il arrive à connaître pour recruter justement les volontaires dans le contexte. Et les gens, ils sont très 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 réticents à vouloir partir pour aller en guerre et envoyer en France pour la mère patrie. Parce qu'ils disent qu'on subit des choses ici et puis on va quitter notre famille pour partir. Mais comme je le disais tout à l'heure, la pression était tellement forte dessus que le syndic des affaires indigènes était obligé de mettre la pression. Donc, ça a démarré comme ça dans la région de Coné, parce qu'il y a d'autres chefs qui ont réussi à donner et d'autres qui n'ont pas réussi à donner, notamment les gens du grand chef Noël, de Tchao, et celui de Pointe-à-Badou, de la tribu de Nejao, qui dépend de la juridiction du grand chef Antoine Poitja, qui est l'arrière-grand-père du grand chef actuel, Gérard Poitja, qui est au congrès de la
faut y aller, ils ont trop peur d'aller, ça n'a pas les garanties. Et entre-temps, il y a l'histoire du Monnaie Kanak, qui vient de la région de Yengen, de la grande chefferie Ouara, qui normalement devait transiter par la grande chefferie du Pouy, mais qui a été refusée par le Pouy. Et cette monnaie a remonté toute la vallée de Tépingé, avec les tribus de Ouéaba, de Tumandé, de Ouantou, pour remonter dans la reconnaître à Pamalé, à la tribu de Pamalé, où des gens ont été rassemblés là pour des grandes cérémonies de levée du deuil. Ils ont dansé, ils ont fait le pilon du soir et au matin. Quand ils sont réveillés, le porteur de la monnaie de guerre, qui est une monnaie de guerre, est arrivé à la tribu de Pamalé, suivant les liens coutumiers, les chemins coutumiers. Et c'est cette monnaie-là qui a fait tout le district de Panda jusqu'à la tribu de Ouaté, près de Lipou. Et on refait à toutes les tribus du district du Grand Chef Ouabéra, le district de Paco. Donc on rentre à Théou, Tiaoué, Kognon et puis Paco. Voilà. Donc voilà un peu cette histoire de Monnaie Kanak qui a déclenché tous ces événements de 1917 dans la partie Kanak, avec toute la région de Kobé, la région de Yengen, qui a aussi fait venir tous les gens du pays Kanachou, de Kanala, avec les gens du pays Aguara, les gens de Royaume, pour être rentrés du côté des gens qu'on appelle des auxiliaires, pour guider l'armée française et puis venir faire la répression. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure que ce sont des événements que nous ne pouvons pas louper, nous sommes obligés de traverser. Mais soyons dignes de l'histoire dans laquelle on a été situé à un événement donné. Parce que Paul parlait de réconciliation entre les populations et de pardon. Donc il faut de la réconciliation avant de parler du pardon. Donc voilà, cette monnaie, elle est arrivée aussi dans le contexte des choses que disait un peu tout à l'heure sur le recrutement de volontaires. Alors, il fallait dans ce cas-là essayer de trouver comment faire pour amener les gens à intégrer les histoires de recrutement de volontaires pour 1917. Il y a eu un pilot cérémoniel qui devait être réconcilié à Tchernon, dans la tribu du chef Noël, du grand chef Noël. Et lui, il y a eu une entorse de la part du syndic et des autres tribus de Kenya, parce qu'il disait que si on va faire ce pilou, ben ce pilou c'est simplement une entorse qu'on est en train de faire, parce qu'ils vont tous nous attraper, malgré la volonté quand on dit qu'on va trouver de volontaires, mais ils vont nous forcer, ils vont nous monter, puis ils vont nous amener ils vont nous envoyer sur le front. Donc là, il a brûlé la tribu, puis quand les mecs sont venus faire le pilou, effectivement, à la fin du pilou, il y a eu des gens qui ont été attrapés, qui étaient considérés comme des rebelles. Le grand chef Noël, ils n'ont pas attrapé, et puis voilà. C'est comme ça que c'est parti la guerre, la guerre de 1917 dans la grande guerre mondiale. Voilà. Et là, ça a lancé les choses. Entre-temps, le chef poignet de l'Échal est entré aussi dans le monde des suites où deux Kanaks de la tribu de l'Échal sont rendus sur le Coveto pour se faire payer. Ils travaillaient, je crois, à la police de transportation ou quelque chose comme ça. Mais comme le grand chef Noël a déjà lancé les hostilités de l'autre côté là-bas, les deux ont été accueillis à coup de fusil là-haut. Donc ils sont revenus et à partir de là, il y a eu une grande palabre des gens de la tribu de Netcha sur un endroit qu'on appelle Popeye Poulet à Netcha, avec un
Et il fait partie d'un grand clan qu'on appelle les Ouellet. Alors, Awa, Poigné, ça c'est le nom de ce clan. Lui, il avait fait auparavant la guerre des Troyes avec le grand chef Haman. Il se retrouvait à Netchaout après en 1917. C'était lui qui menait les rituels de guerre et tout ça à cet endroit. Où il avait eu son quartier général et puis il mettait tous les médicaments de la guerre ou des choses comme ça. Et à partir de là, ils ont attaqué le Kobeto. Et on est définitivement entré, nous, la tribu de Netchaout, dans ces événements-là. À l'intérieur desquels 3 de mes grands-pères, un qui est mort à Douala et les deux autres, ben, ils ont fait de la prison civile. Ils ont fait de la prison civile et puis jusqu'à mon grand-père qui est resté jusqu'à la fin de sa condamnation. Mais l'autre, il s'est séparé de la prison civile et puis il est resté comme ça jusqu'à la fin du tribunal et tout ça. Voilà. Quand le pays est devenu le pays de Coné, il est devenu définitivement fort. Voilà. Donc, quand on dit le terme parti, on dit qu'il y a au moins et non, ça veut dire le pays est redevenu fort. Ça veut dire que le calme il est arrivé. Alors, Netchaout, c'est quand même une compilation de plusieurs tribus. Avec la tribu de Paola, la tribu de Netchaout, et puis une deuxième chefferie dans le fond là-bas qu'on appelle Nawa. Toutes ces tribus-là, elles ont été rasées un dimanche matin par une colonie qui a été commandée par le gouverneur répliqué et Nicolas Razel, qui était géomètre à l'époque, qui a délimité tous les tribus et les districts. Maintenant, ils étaient à la sortie du temple et puis ils voyaient les militaires arriver. Ils sont restés comme ça. Ils sont en train de regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des mecs qui ont mis la mitraillette au haut, la président du village, c'est la transverse, ça fait un grand village comme ça. C'est-à-dire, ouais, tout. On met la mitraillette dessus, et puis la tribu, on va
Donc, le grand chef national, lui, devait décapiter par l'arabe qui était sans problème. Parce que la somme, sa tête, elle était mise à prix pour 2000 francs à l'époque, c'était énorme. Donc, l'arabe, il a ramené sa tête à la gendarmerie. Et puis les gens, ils ont dit, mais nous, on t'a demandé de l'amener lui vivant. On t'a demandé d'amener seulement la tête. Je crois que le général marocain, s'est fait arrêter après pour assassinat et il a quand même passé au tribunal pour avoir coupé la tête à l'homme. Mais le grand guerrier, c'est moi. Le petit frère, moi, il s'appelle Wanaï. Son frère à lui, c'est lui qui venait de le plus grand reine un grand reine fort et on le connaît toute la vallée de la Tibingue, du côté de Yenge, toute l'histoire de Forêt Plate et Apprendre. Donc voilà, je m'excuse parce que bref, comme Paul nous appelle, ont bien préparé leur truc et puis mais avec des photos pour que ça ne soit le tableau. Moi, je n'ai pas très habitué à faire des choses comme ça. Et ce que j'ai dit, c'est la mémoire de la famille. Et puis, c'est vrai aussi, comme il disait tout à l'heure, que dans la MTH, on demande d'intervenir, comment on demande un peu la permission à tous les confrères à la maison, parce que c'est eux qui sont les aînés. C'est eux qui ont décidé de dire, oui, tu peux aller parler, non, tu ne peux pas. On demande l'autorisation, on va demander avec les droits de l'homme de pouvoir partager une petite mémoire comme toutes nos mémoires réunies qui peuvent être contenues dans cette salle. Parce que moi, je vais le dire comme ça au niveau de ma famille. C'est vrai que Paul a aussi une mémoire, et que vous avez tous d'autres mémoires. Mais moi, je pense que si on met ensemble tous ces mémoires, en commun tous ces mémoires, et puis quand on a des guides à chacun, eh bien, on va peut-être bien faire les choses pour notre pays à tous. Voilà, merci. Symbiose entre tout ça. Il a fallu dans les années 2000, notamment avec l'historien millénaire, pour voir les premiers livres qui s'intéressent non plus aux vieux documents, mais qui commencent à s'intéresser, à interroger les gens. Je parle d'historien. C'est vrai que les ethnologues le faisaient, c'était leur métier. Billard, tout ça, sont allés directement aux sources. C'est vrai qu'après, on a tendance au niveau historique, aller aux sources plutôt de la bibliothèque. Et c'est vrai que, par exemple, le livre d'Isabelle Merle, colonisation, expérience coloniale, c'est ça voilà, Isabelle est allée sur le terrain demander aux descendants des vieux, poser des questions. Qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? Non pas pour dire que c'était pas. On verra que chaque communauté refait son histoire. Donc l'historien, ici le savait, mais il faut savoir en fait comment cette histoire est retraitée. C'est intéressant de savoir comment finalement
comment se justifie dans l'histoire. Tout à l'heure, il y a Samuel aussi qui a parlé, par exemple, sur Monconnais, savoir comment les clans, il y a une nécessité, créent leur histoire, reformulent l'histoire. Et quand on s'interroge sur l'histoire de France, tout à l'heure, je parlais de l'ancêtre gaulois, on s'est aperçu que l'ancêtre gaulois, je crois qu'on avait étudié les années 80, je crois, et après, c'était fini l'histoire de l'ancêtre gaulois. On s'est aperçu que dans cette salle, je crois que, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens d'origine secte comme ça, mais quand c'est une secte, c'est pas forcément gaulois. Mais on peut comprendre l'image. Donc moi je suis parti sur, évidemment, comme je disais tout à l'heure, tout le monde l'a dit, pratiquement, sur une recherche identitaire à travers cette histoire-là. Et j'ai essayé de rechercher le mythe, le fictif. Je dois, alors là, me placer non plus en tant que citoyen comme ça, mais en tant que, finalement, un artiste, un auteur, le rôle que j'ai à jouer, est-ce qu'on laisse toujours les historiens ou, on va dire, le gouvernement, l'État, les institutions, le soin de réfléchir à l'histoire, de nous proposer leur version. Et je me suis dit peut-être pas, peut-être que, et je ne suis pas le seul, puisqu'il y a des artistes qui soient sculpteurs, qui soient musiciens, qui soient conteurs, tentent de participer à ça en fait, d'interroger l'histoire, puisque en fait notre histoire, nous sommes en train de la construire. Nous sommes en train de la construire. Alors c'est vrai qu'on peut dire, ah non, l'histoire elle est passée, donc elle est faite. Non, on pourra toujours rabâcher l'histoire dans un sens ou un autre. Il y a des parties prises, des choses non objectives. On peut toujours raconter l'histoire d'une certaine façon. Le principal, et c'est le rôle de l'artiste, peut-être, c'est s'engager. Mais moi, l'histoire, je vous la propose comme ça. Et en tant qu'artiste, je n'ai pas d'autre responsabilité que celle du lien, de l'honnêteté. Et le seul retour que je peux avoir, c'est avec un public, des lecteurs, qui acceptent ou pas cette version-là et qui la contestent. À partir du moment qu'il accepte, c'est intéressant. À partir du moment où il discute ou la conteste, c'est encore plus intéressant, parce que ça veut dire qu'on est prêts tous à parler de notre histoire. Vous savez que notre histoire est difficile. Pour certaines personnes encore, qui soient jeunes, il y en a encore, et pour certains vieux, parce que pour certains vieux, il y a notre histoire à condition qu'elle ait d'origine colon libre, il y a notre histoire à condition que ce soit des autres, il y a les Kanaks d'un côté, et notre génération, je faire partie encore de la jeune génération, je ne sais pas, mais on n'en peut plus de cette histoire-là. J'ai vu hier, juste comme ça, c'est vrai qu'hier, il y avait un reportage à la télévision sur les auteurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur la littérature canadienne. Il y a encore, quand même, un historien, voilà, qui fait un livre à la gloire de son arrière-grand-père, qui était lui, colon libre, et un des premiers. Et il dit dans la phrase, avant que le rouleau compresseur de la coalition pénale n'arrive et détruise tout ce monde. Nostalgie d'un temps passé où on souhaiterait que l'ancêtre justifie la présence du territoire puisse être qu'un colon libre venu librement apporter ses lumières sur le territoire, notamment enseigner aux petits Kanaks les grandes vérités universelles. Et on trouve ça encore de nos mon idée, moi c'était en tant que, on va dire, kadosh, puisque je n'ai que des origines très lointaines européennes. Mon arrière-grand-père était d'origine alsacienne à l'époque, et je savais très bien qu'après l'invasion d'Alsace par les Prussiens, beaucoup de monde est parti. Et mon grand-père, il était d'origine italienne, et lui, on ne lui a pas laissé le choix pour venir s'installer au Québec. Là-dessus, du coup, ma décision, c'était nous d'ici. Donc, j'ai décidé de réaliser un livre là-dessus, un petit peu à l'image des livres anciens d'histoire, qui s'appelle On ne refait pas l'histoire, ou même On ne refait pas l'histoire, et volontairement de neutre, par rapport au langage ici, et de l'investir, nous. Donc, le livre part de nos ancêtres les Kanaks. C'est pas une forme d'esprit, c'est que ma place qui est ici, c'est-à-dire peut-être que si je suis ici actuellement, si mes ancêtres colons, Bagnards, etc. sont là, c'est bien grâce aux Kanaks, qui ont apporté beaucoup. Ce qu'ils sont devenus, c'est bien grâce à eux.
Pourquoi c'est grâce à eux? D'abord parce qu'ils auraient pu être morts, ils auraient pu avoir des guerres, et ils ne le sont pas, parce que finalement, on ne tient pas dans un pays hostile. L'hostilité plutôt de l'accusation qui a demandé rien à personne. Donc finalement, il y a eu accueil. Il y a eu, pour ma part, métissage, du côté de Kyo, voilà. Et donc, nos ancêtres Kanaks, comme on verra aussi, nos ancêtres Bagnards, même si certaines familles n'ont pas d'origine bagnarde, même si les Kanaks n'ont pas d'origine bagnarde, mais quelque part, les Bagnards ont tellement marqué le paysage, ont apporté, ont modifié, en fait, les segments, même des réserves, aussi fermées soient-elles, n'étaient pas comme ça, les échanges avaient lieu et que les Bagnards ont apporté, d'une manière ou d'une autre, une évolution. J'ai vu souvent une histoire aussi bizarrement, d'ailleurs, c'est curieux pour l'historien, je ne sais pas quand même, mais c'est curieux quand on étudie par exemple l'histoire, on a toujours l'impression que les Kanaks sont les mêmes depuis Genscoop jusqu'à les Américains. Il n'y a pas d'évolution, à part qu'ils sont chrétiens, mais il n'y a pas d'évolution, on ne se rend pas compte, parce qu'on n'arrive pas à se mettre un petit peu dans les conditions de vie, de tous les jours, de mentalité. Beaucoup n'ont pas lu forcément, même un Européen qui a écrit, comme Lénard, a écrit beaucoup. J'ai appris récemment que l'historien, je ne sais pas si c'est possible, mais Dauphiné a affirmé à tout le monde qu'il n'avait jamais lu Lénard. Je ne comprends pas qu'un historien qui va parler, notamment de Connaît, par exemple, qui va parler de tout Connaît, il ne comprend pas grand-chose finalement à la mentalité. Soit il va sur place, un peu à la Guillard, soit il consulte des bouquins que d'autres ont sué pour le faire. Donc nos ancêtres, les colons, les Bagnards, on va parler de nos ancêtres les colons, encore une fois, même si tous ces hommes. Alors c'est curieux, c'est vrai que les colons au départ, ils parlaient du départ, tout le monde disait la France, la France, la France, et puis les petits enfants que vous avez à côté là, ça va être chez nous, chez nous, chez nous. Et ces gens-là vont être modifiés. D'ailleurs, ce qu'on appelle le caïdonien, quand on parle à caïdonien, c'est souvent interrogé là-dessus, la façon de parler, les grands, etc. Ça vient une grosse partie du monde kanak, en fait. C'est comme ça, notre langage. Le langage, c'est pas que les mots. C'est une forme d'esprit aussi. Une forme d'esprit. La manière dont on va dire bonjour. Quelque part, même la coutume. C'est comme ça. Mais des fois, on a du mal à croire, mais par exemple, chez Broussard, à quelqu'un comme ça, on ne peut pas arriver chez quelqu'un, on ne pourra pas arriver chez quelqu'un comme ça. Toi, bonjour, ça va? Ça se fait pas, ça, en fait. On a pris du côté Kanak, c'est de signaler. Donc, de se signaler à l'autre. Quelqu'un va faire exprès de faire ça, machin, faire du bruit, faire des trucs comme ça, pour être perçu avant. Il ne faut pas qu'il. C'est pas à lui de découvrir l'autre. Il faut qu'il soit annoncé. Je suis battu avec mon beau-père là-dessus qui est d'origine creusoise. Le comprendre qu'il ne peut pas arriver chez mon beau-père, il ne peut pas arriver chez moi comme ça. Il faut qu'il signale. C'est des fois dur à comprendre. J'ai parlé aussi d'un monde, c'est vrai, dont on commence à parler, puisque là, on parlait de Jean Van Eyck, de Madame, j'ai oublié, pardon, Adi, voilà, qui est récente là, dans la littérature, qui vient de faire un bouquin sur la présence indonésienne sur le territoire. Je pense que c'est incontournable, nos ancêtres, les immigrés, aussi les immigrés qui soient d'origine javanaise, arabe, japonaise, indo-chinoise ou valorienne. Voilà, moi je sais que les cousins, en fait, le vrai tonton Marcel s'est marié avec une Vanuataise. J'ai des cousins vanuatais. Le bruit, avec sa chance, à modifier la famille. Tout ça. Donc c'est bien nos ancêtres. Et puis l'esprit qui va cultiver là-dessus, c'est aussi un peu de provocation finalement, parce que ce qui est peut-être difficile pour certains historiens, quand on est libre de tout contact avec une autorité universitaire, on peut se permettre de faire quelques écarts, et notamment le côté un peu ironique. Donc pourquoi pas de revisiter l'histoire à la manière des livres historiques d'autrefois, et aller pousser plus loin, comme l'image de Jean par exemple. Que ferait, imaginez de nos jours une petite classe d'Européens comme ça, etc., qui étudierait nos ancêtres, les Kanaks, vivaient, etc. Ça, il y a un côté décalage, etc.
un côté de décalage est peut-être même énervant pour certaines personnes, et donc tenter de dire oui, peut-être, mais tout ça a permis à chacun d'évoluer, et donc il y a un côté un peu de rôle là-dessus. Si c'est du nouveau, ça peut passer, puisqu'on a étudié si longtemps le concept de loi, et bien allons-y. Voilà. Là, je vais accélérer un petit peu, parce que j'ai l'impression que je vais passer mon quart d'heure, là. Le livre est guidé donc par un décalage toujours par rapport à une réalité, avec des dessins comme celui-ci, où vous avez des envahisseurs, mais là suggérés par, on va dire, l'univers des gens qui ont colonisé. Et c'est vrai qu'à force de coloniser, ça nous paraît naturel. Vous avez les Huns, les Romains, les Arabes, les Mésopotamiens, les Francs, les Vikings, et là vous avez ce petit Kanak avec sa hache qui dit mélange à part vous envahir et vous coloniser, vous avez bien un genre de culture, de croyance, de superstition. Voilà. Parce que ce système, c'est vrai qu'en Calédonie, il y a eu un apport de la colonisation, mais c'est vrai que l'Europe et l'Asie est habituée à ça en fait, d'avoir des normes comme ça. Et donc quelque part, je ne dis pas que c'est horrible, en même temps, il y avait donc quelque part, c'était en fait une normalité, quoi. On pouvait changer de langue, le roi pouvait changer, on pouvait changer de culture, etc. Ici, peut-être pas. Donc, c'était le décalage aussi. On a, pour renvoyer aux Européens, notamment, l'idée que nous, colonisateurs, avec notre drapeau, nos armes, nos fusils, nos beaux uniformes, on arrive et on est la culture. Et puis forcément, le pauvre petit Kanak ici, il n'a pas de culture, puisqu'il vit comme nos ancêtres gaulois dans une petite case. Voilà. Et là, dire à papa, finalement, est-ce qu'on peut pas faire un petit peu autrement? Toi, tu arrives avec tes gros sabots, tes armes, etc., tu es prêt à tout détruire et tu te dis plus cultivé. Peut-être qu'il faut relativiser. Dans le livre en question, comme ça aussi, c'était un autre défi. C'était le fait, on en parlait tout à l'heure, notamment pour. On a beaucoup parlé, je crois, de la taille, encore une fois, hein, et c'est pas le seul. On savait qu'on focalise beaucoup sur la taille récemment. Mais les grandes figures historiques en Nouvelle-Calédonie, comme on étudiait autrefois les grandes figures en France, Clovis, même Paillard, des choses comme ça, servaient à fixer l'histoire. L'histoire de France, en fait, on peut dire Clovis, on peut dire etc., on peut dire des rois. Mais c'est vrai que les noms de ces personnes, la personnalité d'ailleurs de certains chefs, de personnes, peuvent permettre à mieux comprendre l'histoire. Et c'est vrai qu'en général, quand même, Beata, il n'est pas 36 000. Dans l'histoire, il y a toujours quelqu'un d'exceptionnel qui arrive. D'accord? Il représente une communauté, mais lui-même, en tant qu'homme. Mais par contre, il permet de fixer souvent une problématique, cette personne-là. D'accord? Donc l'idée, c'était de dire, et j'ai beaucoup réfléchi à ça, et c'est ce que je fais, c'est nos ancêtres les Kanaks, nos ancêtres les Bayards, nos ancêtres, etc., mais aussi nos héros. D'accord? Et nos héros ne peuvent pas être que d'un côté ou que de l'autre. Ce sont nos héros. Alors, là vous avez Kwindo. Donc le premier, évidemment, grand chef qui s'est opposé aux Français dès l'origine de Port-de-France. Il n'était pas encore Port-de-France, mais même le nom était en train de s'inscrire, etc. Voilà. Premier grand chef qui s'oppose à la colonisation. Et imaginez quand même, il faut avoir quand même le courage que nous, une armée qui arrive avec des canons, des fusils, des bateaux, etc. Et puis, allez, je vais attaquer. Je vais défendre. Je ne pense pas que Kwindo savait ce qu'il allait passer après. Je pense pas. Parce que, comment voulez-vous qu'on imagine que ça sera une colonisation quand on n'a jamais vécu. D'accord? Mais Kwindo va défendre des valeurs. D'accord? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, nous, quelque part, quand on juge dans la presse les choses, on trouve bien ou pas bien, on défend des valeurs. Il se trouve que ces valeurs sont communes. Ils défendent les mêmes valeurs que nous. Donc, l'idée c'était de réunir en fait nos pratiques. J'en prends un autre, c'est pas notre valeur. Pourquoi pas? C'est pas un français, c'est d'origine irlandaise, je crois, etc. Mais Padone marque bien cette volonté du colon de s'installer contre le vent appareil et du vent démarrer et à se débrouiller. Padone, c'est celui qui se débrouille. C'est intéressant, mais pas seulement pour les Européens, pas seulement. On peut se débrouiller. On peut fonder quelque chose. Donc c'est quelque part à nos ancêtres, à nos héros.
Alors, je vous avoue qu'une chose, c'est qu'au début de la position, et on va trouver l'image qu'on se fait de la taille. Je travaille sur les images. C'est vrai que même l'image de la taille est contestée. C'est pas vraiment son portrait, c'est pas, en tout cas, peu importe, pour l'histoire, il fait portrait. La difficulté que j'ai eue, figurez-vous, c'est qu'il est. Les héros ou les personnages qui ont défendu davantage de valeurs, on va dire, universelles, qui concernent l'homme, et ben c'est surtout du côté kanak qu'on va être trouvé. D'accord? Parce que le reste, ce sont des militaires. Après, les gloires, ce sera, les noms les plus connus, ce seront des noms de gouverneurs de place qui défendent peut-être la valeur de la France, mais surtout, on le sait, leur carrière. Donc, ils vont faire, ils pas faire d'ailleurs, ils n'ont aucune, on va dire, au cas idéal autre, je pense que peut-être, bon, pourquoi pas, la France, le drapeau, etc., mais surtout leur carrière. Je comprends, hein, je ne jette pas la pierre, mais c'est comme ça. Donc, il me semble que c'est peut-être pas une valeur humaniste trop importante. Et là, on tombe surtout, c'est les principales figures héroïques du début. Alors, j'ai décidé de faire 3 livres d'histoire, un qui va du début de la colonisation jusqu'à 1900, ensuite de 1900 à 1957, et le troisième, ce sera de 1958 à 1988, vous savez tous pourquoi. Donc, au début, en tout cas, du livre d'histoire, là, je parle du premier en particulier, ce sera nos héros kanak qui vont nous donner, en fait, la légitimité, la fierté de dire que, finalement, on a peut-être un pays qui s'est battu, etc., mais on a défendu chacun des valeurs dans lesquelles on peut se reconnaître. Donc, dans ce bouquin, et comme il est traité comme un bouquin de l'écolier, c'est vrai, je me mets à la place, j'espère que d'ailleurs les jeunes vont le lire, quand on comme ça, et pourront se dire un peu, c'est quelqu'un d'admirable. Le jour où un Européen aura le t-shirt à taille, c'est qu'on sera vraiment dans les fameux. Mais par contre, il faut oublier, parce que là, par rapport aux historiens, la mémoire collective, plutôt que d'ailleurs dans la colonie kanak, on traite souvent à taille le héros et Nando, le méchant, le traître, etc. Voilà. C'est ramener, alors lui, il faut le retrouver un peu Nando, le ramener à son geste, qui est un geste valeureux, en fait, de sauver sa population. De sauver sa population. Et donc de créer l'alliance avec les Français, de manière à ce que son pays, en fait, comme tout chef peut le faire, en fait, c'est logique, un chef, son rôle, c'est de protéger la population, il l'a fait. C'est vrai qu'au détriment de la taille, c'était 2 choix différents, les 2 choix se valent, les 2 choix sont aussi humanistes l'un que l'autre. D'accord? Et j'ai voulu, je pensais, moi, qu'il était tort, que j'espère qu'on le fera un jour, de réhabiliter Nando, d'accord? Non plus le percevoir comme quelqu'un d'opportuniste, etc. C'est quelqu'un de pragmatique qui a su jouer justement avec l'effet de la colonisation, c'est-à-dire puissance militaire. C'est trop facile de dire après, ouais, vous devez combattre, etc. Vous avez quand même des hommes armés, des bateaux et des canons, etc. Quelquefois, soit on décide de toute la population d'attaquer, soit on dit on va sauver les meubles, et au-delà des meubles, on va sauver les gens. Vous voyez, c'est un choix très personnel, finalement. Je ne sais pas, je suis suivi là-dessus. À ce propos, et là, justement, à partir du moment où on accepte cette tournure, cette façon de voir à taille, Nando, Quinzo, logiquement, dans le premier bouquin, j'annonce déjà que le troisième livre, qui va apparaître dans 2 ans, 3 ans, je ne sais pas si je suis toujours vivant, je fais une comparaison entre Ataï et Machoro. Alors là, on ne sait plus trop, est-ce qu'il est dans l'histoire Machoro ou pas? Ben, à partir du moment où je sais que je vais faire un troisième, c'est plus difficile de faire un livre d'histoire contemporain. Mais si Ataï est un de nos héros ancêtres, Machoro va le devenir. Il est déjà passé mythe, d'accord? Donc il est même, ça paraît énorme, mais c'est vrai qu'il est déjà, après si peu d'années, il va rentrer dans l'histoire, on le sait déjà. Et je le traite déjà dans le premier, c'est-à-dire on va parler de lui en fait. Alors c'est vrai qu'avec tous les aspects, on va dire, tout à l'heure on a parlé un petit peu aussi de ça, de comment les communautés refont l'histoire, on revalorise l'histoire, et il faut dire que l'histoire,
est à la fois une source de une somme d'informations qui est censée être vraie, et en même temps une somme d'informations qui participe d'un mythe. D'accord? On a beau le dire, etc. En France, souvent, qui est très féru d'histoire, c'est vrai que dans notre pays, le fait, l'histoire est moins importante. Hein. Mais en fait, c'est bien, quand on fabrique un livre d'histoire, quand on fabrique des idées historiques, c'est bien, on participe au mythe, plus ou moins, mais en place de pierre au mythe. Le mythe, c'est vrai, appartient un peu aux gens qui en font ce qu'ils veulent. Voilà. Là, je passe en revue après. Je veux dire que dans la démarche, ensuite, c'est que je passe l'idée de ne rien laisser dans l'ombre. C'est-à-dire que le démissionnaire, là, je passe un peu rapide pour ceux qui ne pouvaient pas le dire, parce que je crois que j'étais trop petit, mais là, je passe. La façon dont on voyait les uns et les autres, par exemple, là, j'ai trouvé la première bande dessinée que j'ai faite, vous voyez, la première bande dessinée de la Nouvelle-Calédonie qui était faite par un communard, voilà, et qui traite d'un type qui va en Calédonie pour trouver les mines. Et là, on voit un petit peu comme vous voyez les Kanaks, cannibales, on voit comme vous voyez les libérés, qui sont des gens qui sont prêts, cette dernière vignette à droite, en bas, là. Quand il marche, il est forcément attaqué par un libéré, etc. Ensuite, l'idée, c'est que je suis auteur de bande dessinée. C'était une chose, c'était la manière de raconter. Quand on étudie l'histoire en classe par un professeur, ou quand on le lit, c'est toujours très sérieux finalement. Toujours très sérieux. Et je me demandais jusqu'à quel point l'intégration que nous, on a eue à une certaine époque de nos ancêtres gaulois, etc., si franchement on le prenait toujours au sérieux. Je vois s'il n'y avait pas un décalage. Vous voyez, une mise en récit qui peut ne pas être trop sérieux en même temps. Et donc la BD m'a aidé là-dessus à traiter des moments peut-être durs. Par exemple, quand on parle, c'est vrai, les conditions de vie des concessionnaires, c'est dur, etc. Mais en fait, c'est peut-être dur, et c'est fini, c'est le passé. Donc on peut en parler, dire les choses que c'est dur, dire la difficulté, mais en même temps, peut-être aussi en rire un peu. Alors là, je prends une autre casquette. C'est la casquette un peu du clown, du masque, on dirait. Dans toutes les sociétés, il y a toujours eu, pour dire des choses, il y a toujours eu la personne qui va parler sérieusement, mais qui va s'appuyer aussi vers, même chez les Kanaks, quelque part, le masque, qui n'est pas là pour faire drôle, mais qui est là pour déraper un petit peu, pour créer un décalage. Et la BD permet de faire ça. Donc finalement, l'idée que ce n'est pas des BD à la fois sérieuses. Là, je traite le communard dont la plus célèbre, le communard, etc. Je passe un peu vite. Je vais traiter les colons feuillés. J'ai trouvé intéressant notre histoire. C'est vrai que quand on est historien, quand on est ethnologue, et puis moi, vraiment, je peux faire un magicien, je peux faire un peu, vraiment, je m'autorise à faire des choses comme ça. Mais c'est vrai que l'aspect aussi politique, ramener ça en fait, c'est que cette colonie a bien profité finalement aux gens qui avaient une vocation de s'enrichir. Et en fait, c'était peut-être plus facile pour eux, puisque l'objectif était assez précis. Vous voyez, entre qu'est-ce que je vais planter, du café, des pommes de terre ou des haricots, etc., c'est peut-être plus difficile que les sauterelles, les cyclones, etc. Qu'est-ce que je fais? Ma tribu, finalement, elle a accueilli des gens qui sont révoltés là-bas, elle a grandi, je ne sais pas quoi faire avec eux, nous coutumiers, on est embêtés, on est occupés. Par contre, le type qui décide de s'enrichir, il a toujours à s'enrichir. Il apprend des manières, il apprend ceci, il apprend cela, etc. Et la colonie porte en elle les stigmates de toute une génération de gens qui n'avaient pour vocation que celle de s'enrichir. Et dès le départ, les premiers colons, je vais pas le dire ce soir, mais les premiers colons à Dole, par exemple, c'est vrai qu'on ne dit pas beaucoup comme ça, mais ils ont pris tout le sud. Tout le sud, Haïta, Zabéa, etc. Après, ils disent oui, les petits colons, après, ils ont du mal pour faire leur culture. Forcément, les premiers, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Donc les autres, à moins nous, après, je sais pas où, à côté dans les petites plaines, mais comment ça ne poussait pas? Ben oui. Et on oublie qu'en fait, les premiers noms de rue, on a dit, pas tous les noms, mais c'est vrai qu'on a retrouvé les noms de famille, les premiers colons qui sont venus, très fiers d'eux, etc. Donc les noms de rue, c'est leur nom, leur ancêtre. Ils ont réussi en commentaire, d'autres en nickel, d'autres en comme ça. Et finalement, l'esprit, l'idée de la colonisation, c'est perdu en fait. Hein. La France voulait une colonisation comme ci, comme ça. La France, c'était pas, je pense pas qu'elle était, comment dire ça,
Elle n'avait pas une mentalité de détruire comme Kanak, etc. À l'époque, l'idée c'était qu'on arrive, on rend tout ça français, on leur donne une culture, et ça va fonctionner. On expérimentait, et ça n'a pas marché. C'était pas possible, ça marche. Et puis, mais c'était quelque part, ils pensaient avoir raison. Ils ne pensaient pas être méchants. Je pense que c'est ça, en fait, tout bêtement. Par contre, ceux qui viennent pour dire, ben, je vais en profiter parce que là-dessus, je vais me faire d'argent, surtout que ça reste une économie de comptoir, qu'en fait, je puisse exporter, importer, me faire beaucoup d'argent. Ça, par contre, on va dire que ça n'a pas permis peut-être les rapprochements entre les communautés. Ouais. J'ai traité justement les batailles, les guerres qui étaient en BD, et arrivé à celle-là. L'idée, je vais faire plus court, l'idée finalement qui guide tout ça, c'est, je pense, du destin commun. Là, finalement, on n'est pas des mecs aussi simples que ça. L'idée de dire, en fait, quelque part, en Calédonie, une histoire très courte. On n'a pas d'histoire, puisque en fait, elle date de quoi? De couple ou de maîtresse et toi? Ben finalement, non, on est compliqué, il faut accepter le côté compliqué. Voilà, en gros, et qu'on est capable d'arriver à trouver plein de choses, d'accord, pour nous entendre, à réinventer les choses. Tout à l'heure, on nous a parlé du mémorial, par exemple. C'est une idée à réinventer. Comment on crée un mémorial? Est-ce qu'on met un bonhomme comme ça? Ça paraît tout simple. Hein. Un mémorial, c'est fait par des artistes, c'est fait par des idées, c'est fait par des gens qui proposent. Quand on voit le Moaka, par exemple, ça nous parle. Quand on voit par contre le mémorial de Malade, une espèce de gros truc comme ça posé là, on ne parle pas ça. C'est une espèce de truc qu'il a proposé. C'est ça. Donc ça ressemble à rien. C'est comme ça. On ne peut pas dire, on ne ressent rien dedans. Vous voyez, il n'y a pas de poésie. C'est bizarre, hein, mais vous voyez que c'est intéressant comme ça. C'est-à-dire que nous, ici, notre communauté, on est peut-être capable de parler, de prendre possession, d'inventer, et pourquoi pas de réinventer notre histoire pour qu'on s'en sorte. Merci. Merci Bernard pour cette belle démonstration je crois que ce sera aujourd'hui une conférence remarquable avec ces idées nouvelles qui viennent d'être lancées ce soir. C'est-à-dire que notre complexité et notre identité, justement. Il n'y en a pas deux de complexité comme ça sur Terre. Il y en a peut-être qui ressemblent, mais il n'y en a pas deux comme il y a ici. Et c'est ça qui fait notre spécificité. C'est notre multiplicité, notre diversité, et c'est notre identité, c'est notre future identité.